Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être parmi nous. Aujourd'hui, le 4 novembre 2022, nous sommes dans le webinaire de l'encouragement et puis de la mobilisation des connaissances produites par la relève. Nous avons avec nous aujourd'hui Éole Valence, ingénieur aux arts et métiers en France, et il a un double diplôme de l'ETS, l'École des technologies supérieures de Montréal, en génie de la construction à Montréal, et il vient de m'annoncer aujourd'hui qu'il a entamé un cursus de doctorat. Donc, il va nous présenter aujourd'hui une présentation qui porte sur le sujet de sa thèse de maîtrise et qui s'intitule « Déchiffrer la réponse du manteau neigeux aux épisodes de pluie sur la neige pour mieux anticiper les inondations hivernales ». Donc, Éole, il va nous présenter ce travail-là qui porte surtout sur le couvert neigeux saisonnier qui joue un rôle très, très important dans le rôle hydrologique au Québec et entre autres aussi la fréquence et l'intensité des inondations hivernales et la formation aussi des embâcles. Donc, ça, c'est le volet un peu technologique de la présentation aujourd'hui. Ensuite, nous aurons le plaisir d'accueillir Elsa. Euh, Elsa Landeverde, j'espère que je le prononce bien, Elsa, donc de l'Université Sherbrooke. Elsa va nous parler des symptômes respiratoires et ORL suite aux inondations printanières de 2019 au Québec. Donc, comme vous le comprenez très, très bien, Elsa va nous parler plus d'un côté santé et elle va nous parler des impacts des inondations sur le système ORL, donc à savoir la gorge, le nez et les oreilles chez l'être humain, chez surtout les personnes qui sont sinistrées. Donc, Elsa, elle détient un baccalauréat en soins infirmiers de l'Université McGill et elle a aussi une maîtrise en santé environnementale de l'École de la santé publique de l'Université de Montréal. Après avoir travaillé dans le milieu hospitalier pendant 2 ans. Elle a obtenu sa maîtrise donc, de l'Université de Montréal et elle travaille actuellement comme professionnelle de la recherche à l'Université Sherbrooke. Donc, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à Éole et à Elsa. Je donne actuellement la parole à Éole pour nous parler de l'impact de la pluie sur le couvert neigeux et les inondations. La parole est à toi, Éole. Et de ne pas faire de bêtises. Okay. C'est parfait. Tu peux juste lancer le... Excellent. Très bien. Juste pour savoir, est-ce que vous voyez ma souris ou pas du tout? Bon. OK. Donc, comme ça a été présenté, donc, je présente mon sujet de maîtrise qui était sur l'étude de la neige et des comportements hydrologiques de la neige, donc, qui peuvent être utiles pour anticiper les inondations et les embâcles. Donc, en quoi la neige a un impact pour les inondations? C'est en fait le rôle hydrologique de la neige, c'est de stocker une partie des précipitations sous forme d'eau solide pendant l'hiver et de le libérer la plupart du temps au printemps, mais aussi un petit peu pendant l'hiver. Donc en fait, la neige impacte la forme de l'hydrogramme annuel. Donc pendant l'hiver, on va avoir moins d'eau qui va couler dans les rivières, donc d'où le début de la pente là qui commence assez faible. Puis au printemps, pendant la fonte, on va voir l'ablation de la neige qui va créer beaucoup d'eau, qui va produire beaucoup d'eau dans les rivières. Et ensuite, on va avoir un peu moins de débit dans les rivières. Puis on va réavoir une augmentation en automne parce qu'il y aura plus de précipitations. Et enfin, ça va rediminuer pour l'hiver parce que les précipitations seront sous forme solide et il y aura moins d'eau dans les rivières. Donc ça, c'est pour la forme de l'hydrogramme en général. Mais qu'est-ce qui se passe avec les changements climatiques? Donc avec les changements climatiques, on peut espérer, s'attendre à avoir une hausse des températures. Donc par exemple, en hiver, ça voudrait dire qu'il y aura moins de précipitations de neige. Donc ça veut dire qu'il y aura plus de pluie pendant l'hiver, donc d'événements de pluie sur neige. Ces événements de pluie sur neige, est-ce que ça veut dire qu'il y aura plus de débit pendant l'hiver?
ou est-ce que ça veut dire que cette pluie sur la neige va faire fondre la neige et donc il y aura moins de neige au printemps? Donc c'est un peu pour comprendre comment les changements climatiques vont impacter les rivières, il faut comprendre comment les événements de pluie sur neige qui risquent d'augmenter avec les changements climatiques vont impacter les packs de neige. Donc, la plupart du temps, on utilise des modèles hydrologiques pour connaître le débit et donc l'hydrogramme annuel. Mais la plupart des modèles hydrologiques considèrent le pack de neige comme juste un stock d'eau et qui va se libérer pendant le printemps. Mais le problème, c'est que le pack de neige est constitué de plusieurs couches différentes, et donc il a une structure un peu complexe, et cette structure, elle va interagir avec les précipitations, et donc elle ne va pas laisser la pluie ne va pas juste couler sur le pack de neige, ou elle ne va pas juste couler à la base du pack de neige, en général. Et donc, il faudrait avoir des modèles hydrologiques plus compétents pour vraiment comprendre le système, l'interaction entre la pluie et la neige. Donc pour ça, mon étude, elle cherche à développer une méthode qui nous permette de mieux comprendre l'interaction entre la neige et les événements de pluie sur neige, mais aussi de pouvoir évaluer l'impact de la structure d'un pack de neige sur les écoulements lors d'événements de pluie sur neige. Donc, pour ça, on s'est centré sur une zone d'étude qui existe depuis plus de 5 ans. Donc, c'est le bassin expérimental de Sainte-Marthe, donc proche de Montréal. On a une zone avec une station météo, et donc on étudie la neige à cet endroit-là pour essayer de voir l'impact des événements de pluie sur neige sur le pack de neige. Et donc voir l'évolution que va avoir les propriétés hydrologiques de la neige face aux événements de pluie. Donc, nous, on s'est vraiment concentré sur une petite zone, c'est à peu près 200 mètres carrés, et on l'a découpé en 2 parties. Une partie, donc, le gros rectangle ici, qui est en pente, et l'autre rectangle plus allongé qui est considéré comme plate. Et donc, on voulait comparer la réponse aux événements de pluie de ces 2 zones, donc en considérant que ces 2 zones sont chacune homogènes. Donc, quelle méthode on a appliquée? On a utilisé une méthode où on a utilisé une approche multiméthode. Donc, c'est utiliser plusieurs méthodes et essayer de les combiner pour avoir des informations plus robustes et complémentaires, en fait. Donc, le gros de notre méthode, c'est l'utilisation d'un GPR dronoporté. Un GPR, c'est un radar qui envoie des ondes qui pénètrent un petit peu dans le sol. Donc, pourquoi un petit peu? Parce que à chaque fois qu'il va y avoir que l'onde va rencontrer un milieu différent, donc par exemple passer de l'air à la neige, il va y avoir une partie de l'onde qui va revenir et qui va ramener un signal à notre radar. Donc on va avoir un premier signal au niveau de l'interface air-neige, et on va avoir un deuxième signal au niveau de l'interface du sol et de la neige. Donc avec ça, on peut avoir une idée des propriétés de la neige, de certaines propriétés de la neige. Donc avec ce radar, qui est porté par un drone, on ajoute des mesures manuelles, donc des mesures de densité, de hauteur de neige ou d'humidité de la neige. On combine ça aussi avec une station météorologique pour connaître les températures et les précipitations. Encore une fois, on a un autre drone qui, lui, prend des photos
pour créer des images en 3 dimensions du couvert neigeux. Et on utilise des TDR. Donc des TDR, c'est quelque chose qui nous permet d'avoir des propriétés de la neige comme donc la permittivité, qui est reliée à la vitesse de propagation d'une onde dans la neige. Donc c'est un peu similaire au GPR, mais c'est vraiment ponctuel cette fois-ci. Donc en détail, donc la méthode qu'on a appliquée, c'est utiliser donc le drone pour photogrammétrie, donc un drone qui prend plein de photos et qui donne la hauteur de neige sur toute notre zone d'étude. Donc ça, on le faisait chaque semaine pendant l'hiver. C'est à quoi on l'a combiné avec un drone avec un GPR, donc sur les 2 zones, les 2 rectangles bleus de notre zone d'étude, donc qui lui va nous donner des informations donc sur la globalité de notre pack de neige. Donc en fait, on a utilisé une méthode un peu particulière qui consiste à mesurer la fréquence du GPR au niveau de la surface de la neige et au niveau de la base de la neige. Et donc ça nous a permis de mesurer donc l'humidité de la neige et la densité de la neige, qui sont les deux paramètres clés en hydrologie. Et donc là, on a des informations sur le pack de neige en général, mais comme j'ai dit, le pack de neige, il est structuré. Et donc, pour avoir des informations à l'intérieur, on utilisait donc les TDR qui sont des sortes de fourches qui mesurent la permittivité, mais à l'intérieur du pack de neige, juste à certaines zones. Donc ça, c'est des informations qu'on a juste ponctuelles. Et on a combiné ça avec donc, les données météo et des mesures manuelles. Donc tout ça, qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous apporte que pendant l'hiver 2020-2021, donc les données météo, elles nous ont permis de voir que déjà l'hiver, il a été quand même assez tardif. On a eu un très faible pack de neige jusqu'à mi-janvier. Le vrai début, c'était le 13 janvier 2021. C'était le début de l'hiver, finalement. Et après, pendant 2 mois, on a eu des petites précipitations, puis il faisait froid mais beau, donc il n'y a pas eu de grand changement au niveau de l'hydrologie du pack de neige. Donc c'était vraiment comme les modèles le prédisent, on va avoir un stock d'eau qui se forme et puis c'est ça. Mais par contre, à partir de la période d'ablation, donc le 28 février, donc, on a une période qui est un peu plus complexe. Donc pendant cette période, on a eu des passages où on a la température de l'air qui passe au-dessus de 0 et ensuite qui revient en dessous de 0 et donc et des fois il y a des précipitations pendant ces périodes. Donc les précipitations, elles sont tracées en rouge en haut. Donc on a eu 2 événements qui sont en gris, qui sont des périodes de temps sur lesquelles on a eu des températures positives et dans lesquelles on a eu des précipitations liquides. Donc on a eu de la pluie sur la neige. Donc le premier, c'était la nuit du 28 février au 1er mars. Et après, le 12 mars, on a aussi de la pluie sur la neige. Donc la question, c'est est-ce que ces 2 événements de pluie sur neige, ils sont différents ou est-ce qu'ils ont été similaires? Est-ce que la neige a réagi différemment face à ces 2 événements de pluie? En fait, le premier événement de pluie, ce qu'on voit, c'est qu'il arrivait sur un pack de neige qui était quand même froid, et donc avec des températures inférieures à 0. Et donc, au final, si on regarde les hauteurs de neige, elles ont un petit peu changé, mais finalement, pas tant que ça. On n'a pas tant perdu de neige suite à cette pluie sur ce pack de neige froid. Alors que le deuxième événement de pluie sur neige était sur un pack de neige qui avait déjà commencé à augmenter en température, parce qu'on avait eu plusieurs jours de chaud avec l'air au-dessus de 0 degré. Donc le pack de neige était déjà à 0 degré, il était prêt à fondre. Et là, on a eu de la pluie dessus, pluie sur un pack de neige froid. Et là, on a eu une grosse chute des hauteurs de neige, une diminution aussi de l'équivalent en eau de la neige qui est
qui est relié à la densité donc, du pack de neige. Donc, on a deux événements de pluie sur neige qui sont à peu près les mêmes quantités de pluie, mais qui arrivent sur des packs de neige qui sont chauds ou froids, et ils n'ont pas les mêmes impacts. Et donc, on va voir un peu plus en détail, donc, à l'intérieur du pack de neige, quels sont ces impacts. Donc là, ici, on compare nos deux zones. Donc, en orange, c'est les mesures de permittivité au niveau des TDR pour le plat, la zone plate, et en noir, c'est la zone en pente. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que premier événement de pluie sur neige, bah, les couches du haut, en fait, il n'y a pas vraiment d'impact. On ne voit pas d'impact des précipitations. Mais par contre, à la base du pack de neige, dans la pente en tout cas, on a une TDR qui a mesuré quelque chose et qui a mesuré qu'il y a une augmentation de permittivité qui est interprétée comme une augmentation d'humidité. Donc il y a eu de l'eau qui est passée à la base du pack de neige, dans la pente, à un endroit. Donc mais cette eau, elle venait pas de juste au-dessus. Donc elle venait de plus loin. Donc on a de l'eau donc on a le pack de neige qui a reçu de l'eau et qui l'a fait couler jusqu'à arriver, trouver un passage pour arriver jusqu'à la base du pack de neige, et donc ruisseler sur le sol après. Alors que le deuxième événement de pluie sur neige, on a déjà la surface du pack de neige qui a eu une réponse un peu, qui a une augmentation de l'humidité du pack de neige dans les couches supérieures. Et on a aussi ce passage préférentiel de l'eau à la base du pack de neige, donc l'eau qui va se faufiler pour aller jusqu'à la base du pack de neige pour s'écouler. Donc là, on voit que les deux événements, ils ont une différence au sein de la structure. Est-ce qu'ils ont aussi une différence dans l'espace? Donc ça, c'est grâce à la photogrammétrie. Donc avec le drone qui prend des photos, on peut créer des cartes d'élévation du sol, mais on peut aussi créer des cartes d'élévation de la neige. Si on fait l'un moins l'autre, on a la hauteur de neige répartie sur notre zone. Donc, le 26, c'était avant l'événement de pluie sur neige. On voit que c'est globalement homogène, donc la pente et le plat, il y a un peu plus de neige dans le plat, mais globalement, c'est assez homogène. Après le premier événement de pluie sur neige, donc le 5 mars, là, ça reste homogène, donc on ne voit pas trop l'impact de cet événement de pluie sur neige, alors qu'après l'événement de pluie du 11 mars, en fait, là, on voit vraiment une disparité. La pente a beaucoup plus fondu que le plat, et donc on a eu plus d'ablation au niveau de la pente que sur le plat. Donc on a une différence dans l'espace de réaction de notre pack de neige. Et donc, est-ce que cette différence, c'est juste la hauteur de neige qui est différente, ou est-ce que c'est l'intérieur du pack de neige? Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un GPR, de notre radar, qui est transporté par un drone. Je ne l'ai pas dit, mais pourquoi on le transporte sur un drone et pourquoi on ne passe pas le GPR dans une Pulka ou quelque chose comme ça? C'est parce que, comme on vient toutes les semaines, l'idée, c'est de ne pas perturber la neige et donc de voir comment réagit, comment évolue le pack de neige sans le perturber, sans changer ses propriétés. Et donc, qu'est-ce que le radar nous donne? Il nous dit que le 26 février, on avait quand même quelque chose d'homogène, en fait. Donc le plat et la pente avaient à peu près des hauteurs de neige similaires, et puis avec des permittivités globalement similaires. Après le 5 mars, on a aussi quelque chose comme ça, c'est donc la pente et le plat sont relativement similaires, et puis un peu moins de hauteur de neige que le 26. Mais par contre, le 12 mars, donc après le deuxième événement de pluie sur neige, là on voit que la permittivité a grandement augmenté. Donc la permittivité qui est reliée à la densité de la neige et à l'humidité de la neige. Donc ça veut dire que soit le pack de neige est encore très humide, soit il est plus dense qu'avant.
dans ce cas-là, on sait que c'est très humide parce qu'on était sur place et on a vu que la neige était très humide. Mais, mais par contre, le 19 mars, la date d'après, le pack de neige s'était asséché. Donc, il y a eu du froid, il y a eu des températures froides dans l'air et donc l'eau a regelé ou alors s'est écoulée. Et on a quand même une augmentation de la permittivité. Donc, ça veut dire que la densité aussi a augmenté. Donc, la densité de la neige, après l'événement de pluie sur neige, sur un pack de neige chaud, a augmenté. Donc, euh, le pack de neige est devenu différent à cause du deuxième événement de pluie sur neige. Donc, là, ça confirme également, c'est avec la méthode d'analyse des fréquences, on peut voir que l'humidité dans la pente était aussi différente de celle dans le plat après le deuxième événement de pluie sur neige. Alors que après le premier événement, on n'avait pas vraiment de différence. Donc, il y a quand même une limite à cette méthode, c'est que euh, la mesure avec le GPR, elle nous permet d'avoir l'humidité de la neige, mais quand on veut retrouver la densité de la neige, on a tendance à sous-estimer la valeur à surestimer la valeur de la densité avec cette méthode. Et quand c'est humide, pardon, et quand ça sèche après avoir été humide, on a tendance à surestimer la densité de la neige. Donc, cette méthode elle a juste utilisé le GPR tout seul, c'est pas parfait. C'est pour ça qu'on avait des points de référence avec les TDR qui nous permettaient vraiment de valider s'il y avait de l'eau ou pas, et de dire où est-ce que dans le pack de neige il y avait de l'eau. Éole, je ne sais pas si tu arrives à la conclusion bientôt, mais Ouais, on y est, merci. justement. Et donc, la conclusion, c'est que utiliser le GPR porté par drone combiné avec les TDR, pour une zone d'étude de la centaine de mètres carrés, ça marche très bien. Et on a vu aussi que le pack de neige pouvait réagir différemment selon l'espace, donc par exemple le plat et la pente, et aussi donc selon les types d'événements de pluie sur neige. Donc si la neige est chaude ou froide. Donc la conclusion un peu plus générale, c'est de dire que donc cette méthode, elle peut être utilisée donc, pour valider des données satellites ou comme input pour des modèles hydrologiques. Donc, faire des mesures avec le drone sur 200 mètres carrés pour avoir une échelle un peu plus représentative de ce que donne un satellite. Et aussi, ça nous a montré qu'on pouvait utiliser le GPR pour faire du multicouche, donc étudier un pack de neige et l'intérieur l'évolution des couches internes du pack de neige. Donc voilà. Je vous remercie pour votre temps. Parfait, merci beaucoup. Bravo, Éole. Pour l'auditoire, est-ce que vous avez des questions? Il nous reste exactement 4 minutes avant de lancer la deuxième partie de notre présentation. Avez-vous des questions pour Éole qui portent sur sa méthodologie, si vous avez des questions, s'il vous plaît, juste ouvrez votre caméra et votre micro et vous pouvez lui poser votre question. Moi, j'ai une petite question pour toi, Éole, en attendant que le public réfléchisse. Je pense qu'au début de la présentation, tu ne nous as pas présenté l'équipe. J'imagine que tu as travaillé dans un laboratoire. C'est-à-dire qui sont les chercheurs, l'équipe de recherche qui a mené cette étude. Je trouve que c'est très intéressant. En fait, je faisais partie du HC3, qui est le laboratoire d'hydrologie et de changement climatique à l'ETS. Et donc, on faisait des mesures de terrain au bassin versant expérimental de Sainte-Marthe, qui est principalement dirigé par Michel Barrère et Annie Poulain, qui sont deux professeurs à l'ETS. Mais donc, dans la collaboration de ce projet-là, on était avec des membres du Géotope, donc Eric Rosa et Florent Barbeco, qui ont participé aussi à
à l'écriture de l'article qui a été présenté pour ma maîtrise. Parfait, parfait. Et est-ce que ça, c'est le même sujet que tu poursuis dans ta thèse? Non, non, c'est un sujet complètement différent. Je vais sûrement utiliser aussi le radar porté par drone, mais pas sur la neige. Enfin, peut-être sur la neige aussi, mais dans un milieu différent. Parfait, parfait. Merci beaucoup. Est-ce que le public, vous avez des questions pour Éole? Bon, si on n'a pas de questions, vous pouvez réfléchir. Et puis à la fin de la séance, on pourrait aussi... Donc, merci beaucoup, Éole, pour cette magnifique présentation. Bravo pour ce beau projet de recherche. Bravo à tous les chercheurs et les chercheuses qui sont impliqués. On passe maintenant à la deuxième partie de la présentation et notre chère Elsa qui va nous présenter un volet complètement différent de l'impact des inondations sur la santé des populations sinistrées. Donc, Elsa, à toi la parole. Bonjour, donc je vais présenter aujourd'hui les résultats d'une étude qui porte sur les symptômes respiratoires et ORL suite aux inondations printanières de 2019 au Québec. Donc, j'ai eu une belle introduction tantôt de la part de Manel, mais juste un petit retour. Donc, maintenant, je ne suis plus étudiante. J'ai gradué de ma maîtrise à l'été 2021. Mais lors de ma dernière session de maîtrise en santé environnementale, j'ai fait un stage à l'Université de Sherbrooke pour travailler dans une équipe de recherche qui étudiait ou qui faisait une enquête sur les impacts socio-sanitaires des inondations. Donc, j'ai travaillé dans le contexte de cette étude pour mon stage. Mais cette étude est tellement large qu'à la fin de mon stage, j'ai quand même eu la chance d'être engagée comme professionnelle de recherche pour continuer à travailler sur ce projet. Donc, c'est quoi cette enquête? C'est l'enquête nationale sur les impacts socio-sanitaires des inondations de 2019. C'est un projet très large, interdisciplinaire et interuniversitaire qui est financé dans le cadre du plan d'action 2013 à 2020 sur les changements climatiques du gouvernement du Québec et aussi en collaboration avec le RISC qui a financé l'enquête de suivi par la suite. Donc, le but du projet était de documenter l'état de santé et la vulnérabilité des collectivités en lien avec les inondations printanières de 2019 pour préparer les décideurs et les déteneurs d'intérêt et avoir des outils pour gérer ces crises. Donc, le projet avait deux volets. Un qui était un volet quantitatif, et le deuxième volet qui était qualitatif. J'ai travaillé plus sur le volet quantitatif qui avait deux accents sur la santé psychologique et la santé respiratoire. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats de la santé respiratoire. Donc, l'enquête s'agit d'un questionnaire adressé aux citoyens demeurant dans les zones inondées en 2019. Donc, ces zones étaient la région de Montréal, de Laval, la Montérégie, les Laurentides, l'Outaouais et Mauricie-Centre du Québec. En plus d'avoir ces zones, on a aussi suréchantillonné la région de Sainte-Marthe-sur-le-Lac pour mieux comprendre leurs enjeux de santé particuliers parce qu'ils ont été plus fortement touchés par les inondations en 2019 à cause d'un bris d'une digue. Donc, le questionnaire a été transmis surtout par téléphone, mais pour les gens qui ne pouvaient pas aussi en web. Donc, la santé respiratoire, elle a été examinée par des symptômes autodéclarés dans le questionnaire. On a été sûr de spécifier que c'était des symptômes en dehors des épisodes de grippe, de rhume, d'allergie, et c'était dans les 6 derniers mois après l'inondation. Donc, pour assurer que les symptômes étaient spécifiques, on a seulement choisi les gens qui avaient au moins 2 symptômes et aussi à une fréquence de 2 à 3 fois par semaine et qui avaient des symptômes qui étaient améliorés ou restaient les mêmes en dehors du domicile. Donc, on a exploré 2 groupes de symptômes, les symptômes ORL. Alors ça inclut tous des symptômes comme les yeux rouges, les démangeaisons, le nez bouché, le nez qui coule, mal à la gorge, gorge sèche, etc. Et les symptômes respiratoires, que c'est plus la toux, respiration sifflante, douleur thoracique,
etc. Donc, ensuite, on a regardé l'exposition aux inondations à travers de 3 types d'expositions. Donc, il y avait les inondés qui avaient une exposition directe aux inondations. Ensuite, les perturbés. Les perturbés sont ceux qui n'ont pas eu une pièce habitable inondée, mais ont exprimé avoir une pièce non habitable inondée, donc le sous-sol, le garage, des pièces comme ça, ou sinon aussi qui avaient vécu des perturbations comme une évacuation, interruption de service, difficulté d'accès, etc. Donc, ces deux, c'était les gens qui étaient plus touchés par les inondations. Et ensuite, il y avait les gens qui étaient non affectés. Il y a aussi des questions concernant l'exposition aux facteurs de stress primaires et secondaires qui ont été posées dans l'enquête. Donc, les stresseurs primaires, c'est les événements qui ont lieu lors de l'inondation. Donc, pour notre enquête, il y avait la hauteur des eaux, l'ampleur des pertes matérielles et la récurrence des inondations. Et les stresseurs secondaires, qui sont d'habitude, qui arrivent lors du rétablissement, donc à plus long terme. Donc, ce qu'on a exploré, c'était le niveau d'aide concrète ou morale reçue, le manque d'aide financière, le manque d'assurance qui couvrait les inondations, le besoin de prendre un prêt bancaire suite aux inondations, et les capacités de réutiliser toutes les pièces de sa résidence 1 an après les inondations. Donc, maintenant, je vais faire un petit portrait de la situation suite aux inondations. Donc, je présenterai la prévalence des stresseurs et aussi l'impact sur la santé respiratoire. Donc, voici les stresseurs qu'on a explorés. À gauche, on voit les stresseurs primaires. On peut voir surtout le niveau d'exposition est quand même élevé. Donc, presque 50% de la population, des participants de l'enquête, ont été soit inondés, soit perturbés. Pour la hauteur des eaux, on voit que c'est quand même une petite partie qui avait des hauts niveaux d'eau. Donc, seulement 4% avaient plus de 100 cm d'eau dans leur habitation. Aussi, on peut voir que les pertes matérielles étaient quand même élevées pour certains, mais seulement 10% avaient moins de 25 000 de pertes. Et ensuite, pour la récurrence des inondations, on voit que c'est quand même 15% des gens qui n'ont pas seulement été inondés en 2019, mais aussi avant. Donc, il y avait un aspect de récurrence avec les troubles qu'ils ont eus. Qu'est-ce qui est plus alarmant, c'est les stresseurs secondaires. Donc, il y a 30% des participants qui disaient avoir moins d'aide espérée, moins d'aide concrète ou morale qu'espérée lors du rétablissement. Aussi, presque 30% avaient eu un montant pour faire face aux dommages qui était moins que la moitié des frais qui sont arrivés. Donc, le reste, ils ont dû payer seuls. Et aussi, 50% n'avaient même pas d'assurance pour couvrir les dommages. Quelques personnes, seulement 10% ont dû prendre un prêt bancaire. Et quand même, 10% des participants n'avaient pas encore la réutilisation normale de toutes les pièces de la résidence, même 1 an après les inondations. Donc, comme mentionné plus tôt, la région de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a été suréchantillonnée. Donc, les résultats démontrent vraiment que cette région a été plus fortement affectée par les inondations. Ici, on peut voir, j'ai l'exemple de 2 stresseurs primaires. On compare le niveau d'exposition et la hauteur des eaux. Et c'est 2 stresseurs primaires qui ont touché plus fortement Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Donc, on peut voir à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, 30% des participants étaient inondés comparé aux autres régions, qui c'était seulement 10%. Et pour la hauteur des eaux aussi, on peut voir que 17% avaient eu plus que 100 cm d'eau à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, comparé à seulement 4% pour le reste des régions. Donc, on voit aussi les mêmes tendances pour les stresseurs secondaires. Les participants de Sainte-Marthe sont plus nombreux à rapporter avoir reçu un montant qui couvrait moins que la moitié des frais associés à leur rétablissement. Donc, on peut voir que c'est un 31% comparé à le reste des régions qui est 27%.
Et de plus, ils sont aussi plus nombreux à ne pas pouvoir utiliser toutes les pièces de leur habitation normale. Donc, c'est un 17% des gens de Sainte-Marthe-sur-le-Lac comparé à 10% seulement pour le reste des régions participantes. Donc, maintenant, voici la prévalence des impacts sur la santé respiratoire en fonction de l'exposition aux inondations. Donc, on peut voir que pour les symptômes ORL et les symptômes respiratoires, les participants inondés sont nettement plus nombreux à rapporter des symptômes comparativement aux non-affectés. Donc, on peut voir, si on regarde dans la colonne toutes les régions, c'est presque 20% comparativement à 7%. Et aussi pour les symptômes ORL, c'est presque le double. Donc, non affectés, c'est seulement environ 15%. Et inondés, c'est presque 35%. On peut voir aussi, si on compare toutes les régions à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, que malgré que les facteurs de stress sont plus fortement observés à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, comme j'ai présenté dans la diapo précédente, les participants inondés de ce secteur rapportent des fréquences de symptômes ORL et respiratoires qui sont presque identiques aux autres régions participantes. Donc maintenant, je vais présenter les associations entre les stresseurs primaires et secondaires et la santé respiratoire. Donc, on a fait je vais présenter les rapports de Cotte ajustés, qui ont été ajustés pour l'âge, le sexe, l'éducation et le statut de fumeur. Et ils ont été générés à l'aide de régressions logistiques multivariées. Donc, ici, je présente seulement deux stresseurs, mais en fait, tous les facteurs de stress primaires évalués étaient associés à la fois à des symptômes ORL et respiratoires. Par contre, ces impacts n'ont pas suivi un gradient clair selon la sévérité des stresseurs, à l'exception du premier ici, donc le niveau d'exposition. Donc, pour le niveau d'exposition, on peut voir que les inondés sont plus nombreux à rapporter des symptômes ORL et respiratoires. Et ceci est visible aussi dans le rapport de Cotte, où les inondés sont environ 3 fois plus à risque que les non-affectés. Et les perturbés sont près de 1,5 fois plus à risque que les non-affectés. Oups. Désolée. Ensuite, si on regarde la santé respiratoire selon la hauteur des eaux, on note que les rapports de Cotte sont tous élevés, sauf ici, il y en a un pour les ORL de 30 à 100 cm. C'est non significatif, mais c'est sûrement dû à une petite nombre de participants. Il y avait seulement 24 participants dans ce groupe. Mais pour tous les autres, les rapports de Cotte sont élevés, ce qui démontre effectivement le lien entre les symptômes et l'eau dans le domicile, peu importe la hauteur des eaux. Cependant, leurs intervalles de confiance ne sont pas mutuellement exclusifs. Alors, on ne peut pas conclure une différence entre les différents niveaux d'eau. Donc, on peut voir ici, par exemple, pour les symptômes respiratoires, on voit que tous les rapports de Cotte sont très hauts, donc 2 ou 3, et aussi que c'est significatif. Par contre, ils se chevauchent. Donc, on ne peut pas dire que les gens qui ont plus de 100 cm d'eau ont plus de symptômes que les deux autres niveaux d'exposition. Et le même type de résultats ont été trouvés pour l'étendue des pertes matérielles et aussi pour la récurrence des inondations. Donc, maintenant, on passe aux stresseurs secondaires. Donc, comparativement aux facteurs de stress primaires, les stresseurs secondaires étaient moins fortement associés aux impacts sur la santé respiratoire, mais quand même, on voit une association. Donc, les symptômes ORL étaient plus susceptibles d'être observés chez les gens qui recevaient moins d'aide concrète ou morale qu'espérée. Pour les gens qui recevaient aussi une somme financière pour couvrir les dommages qui était inférieure à la moitié des coûts. Pour ceux qui ont reçu un prêt bancaire et aussi pour ceux qui ne pouvaient pas utiliser toutes les pièces normalement un an après l'inondation. Donc, ces stresseurs étaient également associés aux symptômes respiratoires,
à l'exception du niveau de satisfaction concernant l'aide concrète et reçue. On peut voir ici que en haut à droite, on peut voir que les intervalles de confiance ne sont pas significatifs. Donc, les résultats de l'étude suggèrent que les impacts des inondations sur la santé respiratoire, ils sont présents, et ce, peu importe l'ampleur des dommages vécus. Donc, les rapports de Cotte démontrent qu'une association forte avec les stresseurs primaires est présente, mais le chevauchement des intervalles de confiance démontre l'absence de gradient dose-réponse selon le niveau d'intensité des stresseurs. Alors, aussitôt qu'on a la présence d'eau, l'association est présente, mais le plus d'eau qu'on a, ça ne veut pas dire que nos symptômes vont être plus forts. L'état de la santé respiratoire aussi n'était pas plus marqué entre la région de Sainte-Marthe ou le reste des régions participantes, même si les gens à Sainte-Marthe étaient beaucoup plus affectés sur le plan des stresseurs primaires et secondaires que le reste de la région. Et ça veut dire que même si on est plus touché, on a plus de dégâts, ça ne veut pas dire qu'on va avoir plus de symptômes respiratoires. Alors, même avec des dommages minimes, on peut avoir des symptômes sur la santé respiratoire. Donc, ceci renforce l'importance d'un nettoyage, d'une désinfection et de réparation appropriée après une inondation, quelle que soit la quantité d'eau qui est rentrée dans la maison. Ensuite, cette étude est intéressante parce que c'est l'une des premières ayant exploré l'association entre les stresseurs secondaires et la santé respiratoire. En gestion des catastrophes, il y a beaucoup d'études qui parlent de stresseurs secondaires, mais plus concernant les impacts sur la santé mentale, mais très peu sur la santé physique. Mais les résultats de cette étude démontrent que les symptômes ORL et respiratoires étaient significativement associés avec la majorité des stresseurs secondaires qui étaient étudiés. Donc, c'est peut-être un peu difficile de comprendre c'est quoi la relation entre des stresseurs secondaires et la santé respiratoire, mais c'est vraiment le manque de ressources lors du rétablissement qui va avoir un impact sur la prolifération des moisissures. Alors, quelques exemples ici qui sont identifiés dans la littérature, c'est que moins d'aide concrète ou morale qu'espérée peut engendrer un nettoyage plus difficile et plus long. La participation à des activités de nettoyage sans équipement de protection peut augmenter également l'exposition à la moisissure et d'autres toxines qui sont dégagées dans l'eau. Aussi, de nombreux sinistrés n'ont peut-être pas les moyens financiers d'effectuer les interventions requises, ce qui entraîne une décontamination inappropriée, surtout quand on voit les stresseurs du montant reçu par les sinistrés qui étaient pour plusieurs personnes moins que la moitié du montant nécessaire. Ça peut être un grand stresseur. Et finalement, la contamination par les moisissures engendre souvent des interventions très coûteuses, donc encore une fois reliées avec l'aide financière. Donc, pour finir, c'est important de souligner que le processus de rétablissement est vraiment une opportunité parfaite pour mettre en œuvre les interventions ciblées afin de venir en aide aux communautés affectées. Donc, dans le rétablissement des catastrophes ou des inondations, c'est important de vraiment prendre en compte le rétablissement à long terme et pas seulement les interventions lors de l'événement, parce que c'est aussi, comme on peut voir dans l'étude, au rétablissement qu'il y a aussi des impacts qui peuvent être générés. Aussi, les autorités publiques gagneraient à être guidées afin d'identifier et de mettre en œuvre diverses interventions préventives et curatives afin de réduire l'étendue et la gravité des problèmes respiratoires vécus par les sinistrés. Et voilà. Parfait. Merci beaucoup, Elsa, pour cette magnifique présentation. Merci, les résultats sont vraiment très intéressants. Est-ce que vous avez des questions? Il reste avec nous une dizaine de personnes, 12 personnes.
Moi, je m'intéresse au sujet considérant, comme je t'avais dit quand on était en off. Euh, En fait, ces études-là, ils ont été réalisées juste après les inondations de 2019. Dans le fond, presque un an après, donc 8 à 1 an après les inondations. Est-ce qu'il y a une volonté pour continuer ça d'une façon plus longitudinale? Je m'explique. Parce que Dans le ça, fond, oh, désolée. moi, juste je termine pour mettre un peu en contexte parce que Mhm. c'est vrai que c'est un épisode qui a été vécu suite aux inondations. Probablement, ceux qui ont vécu les inondations l'ont vécu parce qu'ils étaient directement exposés. Mais là aussi, j'imagine que les chercheurs vont aussi divaguer pour aller chercher quel est l'impact du stress sur l'appareil respiratoire. Donc, ça se peut aussi que ce n'est pas un dégagement de gaz, mais surtout le stress vécu peut surtout affecter. Mais ça, je vais laisser les médecins s'approfondir. Mais surtout, est-ce que ces épisodes-là évoluent dans le temps? Est-ce qu'ils sont atténués? Est-ce que le fait, ceux qui ont déménagé, est-ce qu'on a étudié ceux qui se sont déplacés, est-ce que ça a changé? Est-ce que tu as Mhm. des idées sur l'avenir de cette recherche? Dans le fond, ce projet en particulier, on a eu une analyse de suivi qui était une autre année après ça, donc 2 ans après l'inondation. On est encore en train de faire les analyses. À cause du COVID, tout a été comme Oui. mis de côté un peu. Donc, j'ai hâte de finir les analyses, de le voir vraiment c'est quoi les impacts. C'est sûr qu'il y a eu une diminution, c'est normal, on s'y attend. On ne veut pas que les gens aient des symptômes respiratoires à l'infini, mais c'est encore présent après 2 ans. On voit qu'il y a encore des impacts sur la santé respiratoire euh, marqués, oui. Mais à part ça, pour vraiment plus longitudinal, personnellement, je ne suis pas au courant qu'il y ait d'études comme ça. Et je pense que c'est aussi euh, pour démontrer que le rétablissement n'est pas assez étudié. C'est une grosse lacune dans la gestion des catastrophes et la gestion des inondations, que les gens sont plus sur l'immédiat et après ça, comme on oublie un peu ce qui est arrivé. Donc, c'est sûr que c'est vraiment une priorité de recherche pour les catastrophes en général, mais pour les inondations aussi. Mhm. C'est très intéressant. Petite Mhm. question pour toi par rapport à l'intersectorialité. Vous savez très bien, nous sommes un réseau intersectoriel, donc on s'intéresse surtout à ce que ces données-là parviennent aux instances qui s'intéressent surtout aux techniques de construction. Parce que Mhm. j'imagine, Elsa, que d'après vos recherches, vous avez certainement trouvé des éléments, des dégagements suite à ce que les matériaux utilisés dans la construction soient imbibés dans l'eau, c'est-à-dire c'est des matériaux qui sont inappropriés à être dans une zone à risque d'inondation. Est-ce qu'il y a une communication entre vos réseaux et les réseaux surtout de la régie des bâtiments, les ordres d'architecture, les ordres de construction en général, architecture, urbanisme et autres? Mhm. C'est sûr que nous, on fait plus, notre équipe de recherche fait plus affaire avec euh, le ministère de la Sécurité publique et la Santé publique. Mhm. Donc, nous, on fait plus d'affaires avec eux, mais c'est sûr que ces partenaires-là, ils ont aussi des contacts avec le ministère de l'Habitation ou quoi que ce soit. Donc, je dirais indirectement, mais directement, il faudrait peut-être qu'on inclue plus ces partenaires-là aussi dans notre diffusion des partages de connaissances. Oui, tout à fait. Parfait, Mhm. parfait. Merci infiniment, c'est très enrichissant. Je vous encourage fortement à ouvrir vos micros et puis à lui poser des questions, que ce soit à Elsa ou à Eol qui reste encore avec nous. Il est dans les coulisses. Euh, vous n'avez pas des questions? Donc, si on n'a plus de questions, je remercie ceux qui étaient présents et qui ont quitté, ceux qui restent encore avec nous. Merci infiniment de votre présence. Avant tout, je souhaite remercier Valérie, qui est aussi dans les coulisses. Oui, merci beaucoup Valérie pour son excellente organisation. Valérie, c'est ma collègue au risque. Elle est doctorante aussi, elle prépare son doctorat sur la gestion des risques. Donc, si vous avez des questions pour le public aussi, si vous voulez participer, si vous voulez donner une conférence lors de nos webinaires, n'hésitez pas à écrire à Valérie. Je remercie Elsa infiniment pour l'excellence de sa présentation et elle aussi une présentation extraordinaire. Merci, bravo, je te félicite. Je vois aussi que Michel Barrère, ton encadreur, est avec nous. Donc, merci beaucoup, Michel. Je remercie tout le monde. Je vous souhaite bon appétit, excellente fin de semaine, puis on se voit très, très bientôt. Suivez nos réseaux sociaux, nos webinaires continuent. Merci.